Alors, dans le cadre de ce panel sur la lutte contre la pandémie dans une perspective de droit comparé et d'analyse des droits étrangers, je voudrais partir d'une remarque qui figure dans la contribution d'Eugénie Mériot, qui dit que, au fond, en Asie, on n'a pas mis en œuvre d'état d'urgence sanitaire pour parvenir à lutter contre la pandémie. Et du coup, mais qu'il y avait des lois préconstituées de gestion des crises épidémiques en particulier. Et du coup, ça me conduit à une question un peu théorique peut-être, mais qui me paraît intéressante pour introduire ce point. C'est comment est-ce qu'on distingue un état d'urgence sanitaire tel qu'on a pu le voir apparaître en France, tel qu'on a pu le voir apparaître en Suisse, tel qu'on a pu le voir apparaître au Luxembourg, nous a-t-on dit dans le panel précédent, et tel qu'on l'a vu apparaître également en Belgique, et au fond des pouvoirs ordinaires de gestion des crises épidémiques telles qu'on les connaît en Asie, et telles qu'également, Philippe Kossalter, on l'a vu en Allemagne avec la loi de 2000 sur justement la lutte contre les infections. Alors, je donne la parole à personne en particulier, mais qui veut la prendre, la prend. Allez-y. Peut-être, comme j'étais le dernier cité, j'en profite, je saute dessus, et puis je laisse la parole aux autres parce que je n'ai pas beaucoup à dire sur l'Allemagne, simplement que l'état d'urgence est déclaré par la loi. Et il existait, comme je l'ai indiqué rapidement dans mon intervention orale, un article spécifique, l'article 30 de la Constitution, enfin de la Grundgesetz, qui prévoit pas l'état de crise en tant que tel, mais qui prévoit les décrets-lois, en somme, enfin délégation de compétences au pouvoir exécutif pour adopter des actes dans le domaine de la loi, ce qui est suffisamment exceptionnel en droit allemand pour être noté, parce qu'il n'y a pas de pouvoir réglementaire autonome. Et donc, il y a un cadre législatif précis avec une limite temporelle et une limite d'objet qui est fixée. À part ça, il y a les pouvoirs exceptionnels en temps de guerre, mais ça, enfin, de menaces armées, donc évidemment, on ne rentre pas dans ce cadre-là. En tout état de cause, à partir du moment où on porte atteinte à la répartition habituelle des compétences, c'est bien par une disposition législative spécifique. Et à cet égard, j'ai juste deux observations, enfin deux remarques. La première, c'est que la loi dont je parlais, enfin le projet de loi dont je parlais dans ma vidéo du 27 a été adopté. Donc ça y est, le Bundestag a adopté la loi sur l'état d'urgence sanitaire, on peut dire, enfin de la lutte contre les maladies humaines transmissibles, etc. Et deuxièmement, il y a un fort doute sur la constitutionnalité de la chose, parce que justement, comme l'article 80 de la loi fondamentale prévoit des délégations extrêmement limitées du pouvoir législatif au pouvoir exécutif, et c'est ça le fond de la question en Allemagne, il y a des chances, il y a un risque que la Cour constitutionnelle déclare le tout contraire à la loi fondamentale. Donc, finalement, comment est-ce qu'on distingue en Allemagne, c'est assez clair, il me semble. Il faut une loi qui le déclare et qui en limite, enfin, qui en définisse les limites temporelles. Je ne sais pas si c'est un grand apport à la science juridique que cette observation, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Merci. Eugénie Mériot, peut-être donc sur le fait que dans les pays d'Asie, on n'est pas mis en œuvre de pouvoir qu'on pourrait appeler de type état d'urgence, etc., mais qu'on soit calé sur des législations préexistantes, peut-être un complément d'analyse par rapport à ce que vous avez pu évoquer dans votre contribution. Oui, je voyais une question qui disait, mais finalement, est-ce que si on a des pouvoirs de quarantaine dans des législations ordinaires, c'est pas in fine pire que de les avoir dans le cadre d'un état d'urgence? Donc la réponse est non, parce que dans les législations sur les maladies infectieuses, les pouvoirs de quarantaine, ils sont circonscrits à l'apparition d'un nombre de maladies infectieuses qui sont toutes listées. Et donc, c'est des procédures qui sont beaucoup plus détaillées que l'état d'urgence sanitaire qui peut être déclaré dès qu'il y a une menace, etc. Donc, je pense que la réponse est claire, surtout que le confinement généralisé au niveau national n'a pas été mis en œuvre alors qu'on a justement ces pouvoirs de quarantaine, justement parce que l'objectif, c'est de n'isoler que les personnes suspectées. Alors, je vous donne juste l'exemple du Vietnam, j'ai fait des petits calculs tout à l'heure. L'exemple du Vietnam, donc, qui n'a aucun mort et qui n'a que donc, 100 millions d'habitants et qui n'a aucun mort et une centaine de cas, alors qu'il a près de 1500 km de frontières terrestres avec la Chine, donc l'un des premiers exposés.
il a mis en tout 45 000 personnes en quarantaine, donc ce qui correspond à 0,005% de la population. Donc vous voyez, voilà, en fait, ma communication, son objectif, c'était de montrer qu'au-delà de la question de la carence de l'État, comme l'a très bien démontré Stéphanie Hennette-Baucher, la nécessité et la proportionnalité du confinement obligatoire national n'est pas du tout... enfin, il n'y a aucune nécessité, aucune proportionnalité. Et surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que la réponse européenne, elle est beaucoup plus attentatoire aux libertés que dans des régimes asiatiques qui sont soit autoritaires, soit sont de jeunes démocraties, et en plus avec beaucoup plus de succès. Et le gouvernement français nous donne 2 excuses pour ne pas avoir mis en place le traçage et avoir choisi le confinement, qui est le pis-aller du traçage. La première excuse, c'est la question de la protection des données et le RGPD. Et la deuxième excuse, c'est le manque de moyens. Ce que je montre, ou en tout cas ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'aucune de ces 2 excuses ne tient. Sur le traçage, hier, on a entendu que c'était extrêmement liberticide. Alors, ça dépend. En Corée du Sud, oui. À Singapour, non, c'est fondé sur le consentement explicite des personnes, c'est-à-dire quand une personne est diagnostiquée, on lui demande tous ses contacts et ensuite on les appelle les uns après les autres. Donc, c'est un travail de police, de détective de base. Et de la même manière, la prise de température. Alors ça, la prise de température, est-ce que ça rentre dans les données sensibles ou pas? La CNIL a fait un rappel récemment en disant que non, les employeurs ne pouvaient pas, donc ça rejoint la question peut-être du droit du travail, que les employeurs ne pouvaient pas demander aux employés de prendre leur température, alors que la température, c'est vraiment l'une des clés de la réussite de la lutte contre l'épidémie. Et moi qui travaille à l'université de Singapour, là d'où je vous parle, où donc rien n'est fermé, tout fonctionne comme avant, on nous prend notre température, ou on se prend la température 2 fois par jour depuis février, et on la rentre dans un système, et c'est quelque chose qui est tout à fait ancré dans la culture ici. Les enfants le font à l'école toute l'année. Alors voilà, c'est parce que la température, a priori, c'est un indicateur de virus, le virus est contagieux et par conséquent, la prise de température s'impose. Donc je pense qu'il faudrait réviser la manière avec laquelle on considère la prise de température comme une donnée sensible. Et la deuxième excuse, c'est le manque de moyens. Or, le Vietnam, c'est un pays très pauvre qui a complètement réussi à lutter contre l'épidémie sans avoir énormément de masques ni de tests en pratiquant le traçage. Donc, je pense qu'il y a vraiment une carence fautive sur le traçage de la part du gouvernement français. C'est ce que j'essayais de dire dans la communication. Voilà. Peut-être, Philippe, avant de te redonner la parole, on va faire un tour des autres pays, peut-être par rapport aux 2 points qui ont été évoqués là, c'est-à-dire la logique état d'urgence contre loi préétablie, et puis la question du traçage. Je voulais garder ça un peu pour la fin, parce qu'on va se poser la question, nous, en sortie de crise, évidemment, sur le dépistage et le pistage des gens déclarés positifs, mais peut-être déjà sur cette question de l'état d'urgence, donc de législation ex post plutôt que de législation préétablie en Angleterre, enfin en Royaume-Uni et en Espagne. Je veux bien commencer. En Espagne, c'est prévu par la Constitution, donc il y a l'article 116 qui prévoit 3 états d'exception. Parmi les 3, il y a l'état d'alerte. Et l'état d'alerte, il est prévu spécifiquement, alors c'est précisé par les lois organiques, il est prévu en cas d'épidémie. Donc il y a déjà, dès la loi organique de 81, cette possibilité de déclarer l'état d'alerte en cas d'épidémie est prévue, et ce qui permet à l'État en réalité de centraliser les pouvoirs, puisque en temps entre guillemets normal, des lois de 86 et de 2001 donne la compétence plutôt au comité autonome pour gérer, et il est prévu qu'en cas de crise sanitaire, il est possible de fermer un certain nombre de lieux publics, de prendre des mesures. Je pense pas que je me souviens plus, mais je crois pas que le terme de confinement soit précisé dans les lois dites ordinaires. Mais en tout cas, le corpus juridique préexistait. Et en Espagne, c'est plutôt un problème d'articulation entre communauté autonome et État central, et un problème de désorganisation
des hôpitaux, de manque de masques. Je pense que c'est encore une autre configuration que la France, puisque les outils juridiques existaient, mais c'est vraiment un problème de mise en œuvre. Et il y a une énorme différence avec la France, me semble-t-il, c'est le climat de tension extrême qui existe entre la majorité et l'opposition. L'opposition qui menace de ne pas valider les décrets-lois adoptés, décrets-lois qui sont possibles hors état d'alerte, de ne pas les valider au Congrès des députés les prochains, la prochaine réunion du Congrès des députés qui doit valider un décret-loi adopté, enfin il a été publié lundi, hier, décret-loi qui permet de renforcer le confinement en interdisant toutes les activités salariées non essentielles. Donc c'est ce qui a été fait en Italie. Et qui aussi crée un système de congés payés récupérables pour les salariés. On revient sur le droit du travail. Et ce décret-là, l'opposition menace de ne pas le valider. Donc on verra comment ça va se passer. Et vu que la majorité est assez faible et composite, je ne sais pas comment ça va se passer. Et il y a aussi d'énormes tensions. C'est assez fluctuant. C'est en train de se calmer avec la Catalogne, mais d'autres communautés autonomes sont en train d'élever la voix entre la centralisation des pouvoirs au niveau du gouvernement central et les communautés autonomes qui se sentent désarmées face à la crise, alors qu'en période normale, elles ont les pouvoirs de prendre un certain nombre de mesures. Et si vous me permettez, sur comment dire, l'articulation du central et du local, entre guillemets, je voudrais poser une série de questions spécifiques là-dessus parce que ça se pose dans beaucoup de pays. Et donc, je voudrais qu'on aborde ça, de manière autonome ensuite. En plus, je peux peut-être passer la parole à Aurélie et Antoine pour qu'ils nous disent, là aussi, sur les problématiques état d'exception, loi préexistante en droit britannique, comment les choses se sont jouées. Oui, bonjour à tous. Comme je l'ai précisé dans mon intervention, il y avait un ensemble de dispositions, hein, notamment la loi de 2004 et la loi de 1984 sur une forme de sécurité sanitaire. Elles n'ont pas été mobilisées. Alors, j'ai expliqué dans l'intervention pour quelles raisons. La première est que chez les Britanniques, comme souvent chez les Anglo-Saxons, il y a le texte, ce qu'il dit, et l'esprit qu'on met derrière, qui est très, très important par rapport à la loi de 2004, hein, le CCA, Civil Contingencies Act de 2004. C'est vraiment l'idée presque un peu, alors c'est vraiment un parallèle qui n'est pas, je le dis tout de suite, forcément très rigoureux, mais qui est un peu l'équivalent de l'arme nucléaire, de l'article 16, tel qu'on le conçoit, nous, pour la Constitution. Alors eux n'ont pas de Constitution, mais cette loi de 2004, c'est vraiment un violent événement qui vient de manière brutale, qui n'était pas prévisible. Alors on peut discuter de la prévisibilité de la pandémie qu'on vit actuellement, mais on la voyait quand même venir. Donc ça a été vraiment complètement exclu. Il y a un peu une doctrine administrative du gouvernement par des productions depuis 2004 qui montre que cette loi, elle était exclue, j'allais dire, d'un point de vue du fond, de l'interprétation et de l'approche qu'on en fait de son esprit. Quant aux dispositions de la loi de 1984, plus spécifiquement sur le secteur sanitaire, très clairement, elle ne permettait pas, elle était insuffisante. Il y avait des lacunes. Alors, ce qui permet aussi quand même d'identifier quelque chose qui sort peut-être un peu du droit, c'est que très clairement, les communautés occidentales très modernes que l'on connaît ont acquis une certaine confiance en elles en disant on peut surmonter, enfin l'épidémie, c'est terminé les épidémies. On a des réserves, on les prévoit, on a eu quelques alertes avec les grippes aviaires et d'autres. On a fait des stocks, alors après c'est une question de gestion de politique publique, mais très clairement, on ne voit pas la pandémie jusqu'à cet événement aujourd'hui comme un événement qu'on ne maîtriserait plus, comme les pestes au temps du Moyen-Âge, etc., ou même la grippe espagnole à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc il y a sans doute eu dans les politiques publiques une minoration du risque sanitaire par rapport aux catastrophes industrielles, aux catastrophes environnementales, ou même aux guerres ou au terrorisme. Donc effectivement, le dispositif de la loi de 84 n'était pas suffisant. Et puis je l'ai dit, il y a un élément aussi moins louable, qui est de considérer que les pouvoirs d'urgence qui sont prévus dans ces deux textes sont limités à 30 jours, alors que le gouvernement, pour juguler cette pandémie, a besoin de beaucoup plus en réalité. Et d'ailleurs, le gouvernement britannique, ça je n'ai pas pu l'intégrer dans mon intervention, a prévu une réévaluation pendant 6 mois, toutes les 3 semaines du confinement.
Ce qui fait qu'on voit bien que le confinement pourrait être reconduit, pourrait être maîtrisé, parce que les Britanniques ont peur de quelque chose, c'est qu'il y a un effet rebond, on en a certainement déjà parlé, qui conduirait à ce que, une fois confiné, tout le monde ressorte et qu'on ait un phénomène de rebond de l'épidémie. Et ça, ils veulent l'éviter à tout prix. Merci. Alors, comme je fais aussi partie du panel, je ne veux pas que l'animer, je veux aussi me donner la parole brièvement. Moi, ce qui m'a frappé en comparant donc la situation de la France, de la Belgique, de la Suisse et de l'Allemagne, c'est qu'au fond, on avait deux modèles. On avait des pays avec une législation préexistante. Alors, c'était en particulier le cas de la loi allemande de 2000 dont Philippe a parlé tout à l'heure. On avait également en Suisse une loi assez structurée sur les épidémies. Et puis, on avait au contraire des pays dans lesquels il n'y avait pas de base législative extrêmement solide. Alors, en Belgique, pas du tout. Il n'y a qu'une loi sur la sécurité civile très, très large et qui ne vise pas spécifiquement les épidémies. Et puis, en France, on avait notre police sanitaire spéciale sur la base du Code de la santé publique et qui donnait les pouvoirs au ministre de la Santé, ce qui témoigne bien du fait qu'on ne s'en était pas préoccupé considérablement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez regardé la soirée électorale des élections municipales, le ministre de la Santé qui disait « j'ai signé des décrets ». Lui-même, il se rendait bien compte qu'un arrêté, c'était quand même… il n'assumait pas l'idée que ce soit des arrêtés qui puissent régler la question de la pandémie. Mais quoi qu'il en soit, qu'il y ait eu une loi préexistante ou qu'il n'y ait pas eu de base législative et très solide et très, très structurée, dans tous ces pays, on a éprouvé le besoin d'aller plus loin. Le cas de la Suisse est extrêmement caractéristique de ce point de vue-là. On a une loi solide, et pourtant, dès le début du mois de mars, on passe sur un état qui doit correspondre à peu près à ce qui existe en Espagne, une espèce d'état de nécessité constitutionnelle, et les mesures qui sont prises ne le sont plus du tout sur la base de la loi initiale, enfin de la loi préexistante, mais le sont sur la base d'une espèce d'état de nécessité constitutionnelle pour les troubles graves à l'ordre public. En Allemagne également, on a cette loi de 2000, mais en même temps, on est obligé de l'amender, alors avec les problématiques de constitutionnalité qui Philippe Saffer, on est obligé de l'amender parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas non plus suffisante. Et alors, ça nous amènera au problème suivant, qui est justement l'articulation du national et du local. En Belgique, donc pas tellement pouvoirs spéciaux, et en France, état d'urgence sanitaire. Donc, c'est frappant par rapport à la situation asiatique, c'est que même quand on a une loi solide, enfin qui paraît solide en tous les cas, la gravité de la crise, peut-être sa soudaineté, peut-être l'impréparation, effectivement, toute une série de phénomènes conduisent à ce qu'on soit obligé de changer de base juridique et de structuration juridique du dispositif. Et puis, j'ajoute une chose, c'est que ce que nous dit Eugénie Mériot, c'est que il y a une impréparation dans le pistage. Il y a d'abord, en Europe, mais il y a clairement une impréparation juridique. C'est-à-dire que pour le coup, lorsqu'on examine chacune des lois ou chacune des bases juridiques qui existaient en Europe occidentale, je n'en connais aucune qui prévoyait de dispositifs de pistage avec des moyens modernes de communication tels qu'il peut être pratiqué désormais depuis une dizaine ou une quinzaine d'années en Corée, à Singapour, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une différence importante. Voilà, alors je voudrais qu'on passe donc à la deuxième série de questions que je voulais vous poser, qui concerne justement cette articulation du national et du local. Alors c'est vrai que dans la plupart des pays qui sont ici représentés, on a des pouvoirs locaux assez forts, hein, évidemment, on connaît la situation de l'Espagne. En Grande-Bretagne, il y a aussi des problématiques au Royaume-Uni plus exactement, de pouvoirs locaux, c'est même pas le mot juste, mais de pouvoirs en tous les cas non nationaux assez forts. C'est le cas également en Allemagne, c'est le cas en Suisse, c'est le cas en Belgique. Donc, est-ce que vous… Alors, en Asie, c'est peut-être moins net parce que on est soit dans des micro-États, soit dans des États intermédiaires avec des pouvoirs assez centralisés, malgré tout en Corée, même si les collectivités locales, je vous disais, Ban Ki-moon joue un rôle important concrètement. Et donc, je voudrais que vous me parliez des problèmes que pose cette articulation du national et du subnational, pour employer un terme générique, dans la gestion de cette crise. Et je donne la parole à qui veut la prendre en premier. À Philippe, puisqu'il n'a pas parlé depuis longtemps, puis il avait levé la main. En droit allemand, surtout quand je crois qu'en droit allemand.
Ah oui, c'était pas là-dessus que je voulais faire une observation, mais juste pour vider mes poches, je me posais une question très générique et peut-être idiote, peut-être déjà réglée, c'est celle de l'approche de la protection de l'individu face à la police administrative. J'avais le sentiment, avec tous les débats qui ont déjà eu lieu, tout ce qu'on entendait, qu'il y avait une différence culturelle, en réalité, peut-être, Génie Mériot pardon, peut nous dire ou pas, entre une protection de l'individu, enfin, un droit subjectif face à l'État, et puis une approche collective. Je m'exprime mal. En France, j'ai le sentiment qu'on peut confiner tout le monde et que c'est acceptable parce que ça concerne tout le monde. Il y a une forme d'approche égalitaire de la mesure de police administrative, alors qu'il serait choquant qu'on soit tous suivis individuellement sur nos portables, même si c'était la contrepartie d'une sorte de liberté de circulation. Voilà, c'est une observation, mais c'est vrai que ça me frappe quand, quand on nous dit qu'en Asie, dans les régimes supposés autoritaires, on ne confine pas les gens, et chez nous, on nous confine alors qu'on est censé être des démocraties plus avancées et plus protectrices des libertés. Pour le rapport entre le local et le national, il y a une problématique évidemment dans un système fédéral, mais ça, c'est finalement un détail. Je veux dire, la question de savoir quelle est l'étendue des pouvoirs laissés au local. La question la plus importante, c'est l'uniformité ou la cohérence, pour le dire autrement, des mesures de confinement qui sont adoptées. Malgré l'adoption de la nouvelle loi allemande modifiant la loi de 2000, ça reste les Länder qui sont compétents pour prononcer le confinement de la population. Donc c'est une compétence qui n'a pas été, malgré la charrette de compétences qui ont été données au ministère fédéral de la Santé, c'est toujours pas le ministère fédéral de la Santé qui peut prononcer le confinement de la population, ça reste les Länder. Ça m'a, alors je n'ai pas encore approfondi la question, mais ça m'a interpellé parce que c'est étonnant. Et entre Länder, il n'y a pas, et c'est la problématique principale du point de vue sanitaire peut-être, il n'y a pas de coordination complète. C'est-à-dire que chaque land est encore maître des décisions de confinement qu'il prend. Et à ma connaissance, tous les Länder n'ont pas adopté des décisions de confinement uniformes, même s'il y a eu des réunions. Alors, il existe évidemment des réunions dans tous les domaines et en temps normal, des réunions des différents ministres et des ministres-présidents pour coordonner les politiques publiques, qui peuvent aboutir même à l'adoption de ce qu'on appelle des contrats d'État, des Staatsverträge, qui sont des contrats conclus entre les États pour qu'ils adoptent des législations coordonnées. Mais on n'est pas dans ce cadre-là, parce qu'il n'y a pas besoin de législation coordonnée, c'est bien l'exercice d'un pouvoir administratif. Et pour le moment, je n'ai pas l'impression, je peux me tromper, de ne pas avoir vu, je n'ai pas l'impression que ce soit un grand débat en Allemagne, cette question d'uniformité des mesures prises. Mais vu de l'extérieur, en tout cas, un point de vue français, qu'il y ait un confinement en Sarre, par exemple, et qu'il n'y ait pas de confinement aussi poussé en bas de Wurtemberg, peut être étonnant. C'est pour moi la principale problématique que je vois exposée. Pour le reste, c'est la question du rapport entre central et local, mais c'est moins important. En tout cas, c'est beaucoup plus classique comme question. Quand même, Philippe, au tout début de l'apparition de l'épidémie, c'est-à-dire au tout début, en tous les cas, la mise en évidence de sa gravité, c'est-à-dire en gros fin février, début mars, on a vu quand même l'échelon fédéral peiner à établir ces espèces de guidelines, espèces de directives, un peu de droit mou, de lignes directrices, pour essayer d'harmoniser, et le faisant avec difficulté, avec certains lenders très réticents, justement, à mettre en œuvre des mesures sanitaires assez strictes dès le début, et alors que d'autres, au contraire, se sont révélés beaucoup plus fermes. Par exemple, la Bavière, la Sarre que tu as évoquée, il y a eu quand même un peu de tension. Oui, il y a eu au début des tensions. Il me semble qu'il y a de plus en plus de mesures de confinement ou des mesures de prise en charge. Et puis peut-être l'effet de la mise en œuvre de la politique de dépistage systématique. Et là, il y a une question d'articulation et de mise en œuvre. C'est-à-dire que c'est le niveau fédéral qui décide la politique de dépistage, mais il s'appuie beaucoup sur un réseau local de cliniques. Et je crois qu'on est passé à 500 000 dépistages par semaine en Allemagne.
Donc, comme je l'ai dit dans mon intervention, c'est une sorte de politique de dépistage à la coréenne, à l'asiatique, où en fait on axe sur l'isolement individuel enfin la quarantaine, pour éviter pardon, j'ai oublié le mot, c'est bête, ce qui consiste à confiner. Voilà, c'est le choix de la quarantaine plutôt que du confinement. Et ce qui rend la question du confinement beaucoup moins prégnante, il me semble, parce que justement le niveau fédéral a mis en œuvre la quarantaine. Denis Jouve, en Espagne, sur l'articulation du national et du subnational, on voit que ça pose des problèmes, que ça fait ressurgir sous un autre angle le problème des autonomies. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Alors, au début de la crise, les comités autonomes, sur la base des lois de santé publique classiques qui leur donnent un certain nombre de compétences, ont pris les premières dispositions, notamment Madrid, qui a été la plus touchée, la plus vite touchée, de fermer un certain nombre de lieux publics. Et à partir du moment où l'état d'alerte a été déclenché, l'état d'alerte a permis, depuis le 14 mars, et c'est renouvelable tous les 15 jours, permet de centraliser les pouvoirs, c'est-à-dire que toutes les administrations en termes de santé, les forces de l'ordre sont mises quelque part, ce n'est pas le terme qui est utilisé en Espagne, mais sous la tutelle des ministres compétents. Donc tous les services de santé maintenant relèvent du ministre de la Santé, toutes les forces publiques, armées comprises, relèvent du ministère de l'Intérieur et du ministre de la Défense, et donc les comités autonomes n'ont plus la main sur leurs administrations quelque part, ce qui fait que toutes les mesures sont prises par l'État central, et ça crée beaucoup de tensions, puisque alors, il y a les tensions régionales assez classiques, entre guillemets, entre Catalogne et État central, où Quim Torra, le président de la Catalogne, pour faire court, a été très sévère au début avec le gouvernement central, en estimant que c'était un moyen de priver les comités autonomes de leur pouvoir. Et ça s'est un peu tassé, puisqu'après il a critiqué l'État pour ne pas prendre de mesures de confinement plus strictes, notamment en fermant les ports et les aéroports, en isolant les comités autonomes les plus touchés. Or, la compétence pour fermer les ports et les aéroports appartient à l'État, pour le coup, et pas aux comités autonomes. Et là, il y a beaucoup de tensions en ce moment, mais qui sont plus diffuses, et moins le fait seulement de la Catalogne, sur la fermeture de l'ensemble des activités non essentielles. Ça a été décidé évidemment de manière centralisée. Or, les comités autonomes estiment qu'elles n'ont pas été concertées et qu'elles auraient pu, elles, adapter en fonction des besoins locaux les activités essentielles. Et quand j'écoutais Philippe Cossalter parler du fait qu'en France, on serait étonné que certaines régions ne soient pas confinées et que ce serait choquant du point de vue français. En Espagne, c'est le fait que tout le monde soit traité de la même manière, alors que toutes les communautés autonomes sont dans des situations différentes, qui choquent finalement. C'est assez marrant de voir que entre la France et l'Espagne, on a une vision là-dessus assez opposée. Il y a aussi beaucoup de polémiques sur la mise en œuvre matérielle, parce que c'est l'État qui centralise l'achat de matériel maintenant. Or, il y a eu toute une polémique hier, avant-hier, sur l'achat de tests défectueux en Chine, la Chine disant qu'en fait l'Espagne ne savait pas les faire marcher, les tests, ce qui ridiculise un peu le pouvoir en place. Et les communautés autonomes, certaines estiment qu'elles auraient mieux pris les décisions d'achat, de protection du personnel soignant. Ça crée beaucoup de tensions de ce point de vue-là. Tant que l'état d'alerte est prolongé, et il l'a été la semaine dernière pour 15 jours, puisque c'est renouvelé seulement de 15 jours en 15 jours, c'est l'État central qui garde la compétence. Mais il y a de plus en plus de tensions sur l'efficacité des mesures, plus que sur le cadre juridique en lui-même. Aurélien Antoine, en droit britannique, enfin dans le Royaume-Uni ou dans la Grande-Bretagne, selon le périmètre qu'on prend, la problématique du national et des composantes du Royaume-Uni, c'est une question qui se pose, ou c'est une question qui ne se pose pas? Eh bien, pas vraiment, et on peut être étonné parce que la répartition des compétences dans le cadre de ce qu'on appelle la dévolution est assez complexe. En tout cas, il y a des compétences de santé et bien sûr aussi des compétences qu'on qualifierait de police chez nous qui pouvaient justifier que les autorités interviennent. Très rapidement, dans le processus législatif d'adoption du Coronavirus Act, il y a eu les consultations naturellement des autorités dévolues. Les parlements écossais, gallois et nord-irlandais ont
envoyé une lettre qui confirmait qu'ils avaient pris acte et que les parlements s'étaient prononcés pour soutenir cette loi, tout simplement parce qu'il y a une convention de la Constitution qui consiste à ce que dès lors que l'on touche aux compétences des collectivités locales, des autorités locales, eh bien, il faut obtenir leur consentement. C'est la convention Sewell d'un ancien ministre chargé de l'Écosse. Voilà. Et il y a une certaine quand même unité qui s'est manifestée au Royaume-Uni d'un point de vue politique. Je l'ai rappelé dans mon intervention, lors des discussions au Parlement dans le cadre d'une procédure d'urgence d'adoption, il y a eu vraiment un travail constructif de l'opposition qui a permis d'ailleurs au gouvernement de revenir sur certains aspects de la loi. Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, n'est absolument pas allée dans la polémique et Dieu sait si elle ne peut pas supporter Boris Johnson. Donc on retrouve quand même ce réflexe assez historique chez les Britanniques de faire bloc du point de vue du corps politique. Après, évidemment, il y a des critiques. Vous lisez le Guardian, évidemment, il y a de la critique. Mais alors, pour faire le parallèle avec une crise qui viennent de subir avec le Brexit, on n'est pas du tout dans le même contexte. Là, on est vraiment dans une ambiance où même ceux qui sont plutôt critiques vis-à-vis du gouvernement mettent la sourdine, si je peux me permettre cette expression, et les autorités locales n'ont pas posé de problème dans l'adoption de la loi sur le coronavirus. Merci beaucoup. Alors, le troisième série de questions que je voulais vous poser, c'est évidemment sur ces questions. Pardon, Eugénie Mériot. Je voulais juste répondre sur l'articulation entre le local et le national. D'accord. Ah oui, Justement, dans les législations sur les maladies infectieuses, l'une des dispositions phares, c'est la création d'un centre de coordination qui justement va être chargé de la bonne coordination entre les différents niveaux. Donc, tous les États dont j'ai parlé dans ma communication sont des États unitaires. La compétence de décision, elle reste celle de l'État. Et puis, la mise en œuvre, ça va être les autorités sanitaires locales. Et justement, on voit bien la différence avec le Japon qui, justement, n'avait pas actualisé sa législation et n'avait pas mis en œuvre, n'avait pas prévu de centre de coordination des échelons. Et c'est l'une des premières choses qu'il a fait en, justement, créant cette loi sur l'état d'urgence sanitaire qui pourra être déclenché si les conditions sont réunies. Donc, je pense que c'est un aspect, en effet, fondamental. C'est plus une question une question institutionnelle en réalité qu'une question proprement juridique. Et ensuite, sur les questions culturelles, je ne sais pas si c'est… Juste sur ce point, parce que c'est vraiment ma troisième série de questions, c'est la question du dépistage, contrôle, quarantaine individuelle, confinement, données personnelles, etc. C'est vraiment là-dessus que je voulais vous interroger spécifiquement et en débutant par vous. Et ma question, c'est un peu celle-là, c'est est-ce qu'il y a en Asie, dans les pays d'Asie que vous avez étudiés en tous les cas, et peut-être un peu plus largement, une espèce, entre guillemets, de droit commun de ce qu'il est susceptible de ce qu'il est possible de faire en termes de surveillance, de contrôle des individus, de mise à l'écart des individus confinés, de conséquences sur leur situation. J'ai vu qu'il y a des systèmes d'indemnisation qui étaient prévus, etc., pour les personnes confinées. Est-ce qu'il y a un droit commun ou est-ce qu'il y a des législations avec des vraies différences entre ces différents pays en fonction de leur nature politique, en fonction d'autres systèmes, d'autres critères? Alors, en Asie orientale, on n'a pas l'Union européenne, mais les politiques publiques circulent beaucoup et les législations, en fait, il y a une harmonisation des législations, les États se piquent les bonnes pratiques des uns aux autres. Donc, comme je l'ai dit, les législations sont très proches. Alors, pour répondre plus spécifiquement à votre question, alors, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'en Asie, la population a conscience que les épidémies ne relèvent pas de l'ordre de l'extraordinaire. Les épidémies, tous les 10 ans, il y a un nouveau virus, que ce soit un virus de la grippe ou un coronavirus ou d'autres virus qui émergent. Et donc, ça fait partie des risques sanitaires courants. Et alors, au niveau de la doctrine, on a une très, très grande production ici en Asie qui remet en cause justement la conception subjectiviste des droits fondamentaux qui sont vus comme un problème plutôt que comme une solution pour faire face aux défis de la crise sanitaire, de la crise climatique et d'autres crises. Et donc, on a énormément de juristes qui travaillent à
notamment sur les questions de justice climatique ou sur les questions même sur les questions de constitutionnalisme, à définir d'autres modèles plus communautaires qui font primer davantage la communauté sur les droits individuels. Et donc, spécifiquement sur les problématiques dépistage, pistage, quarantaine individuelle, etc. Donc, ça serait quoi le modèle? C'est quoi la grande trame de la problématique? Par exemple, quand on parle de dépistage, on évoque par les temps qui courent la thématique d'un dépistage systématique. Mais même quand on regarde l'Allemagne, par exemple, 500 000 dépistages par semaine pour arriver à l'ensemble de la population allemande, ça prend beaucoup trop de temps. Donc, il faut évidemment avoir des dépistages ciblés. Donc, alors déjà, comment est-ce qu'on détermine? Est-ce que c'est des bases volontaires? Est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce qu'il y a des contrôles? Comment est-ce que ça fonctionne? Et ensuite, une fois que le dépistage est opéré, j'entendais parler par exemple d'autoconfinement, c'est-à-dire des gens qui décident d'eux-mêmes de se confiner, etc. Essayez peut-être de nous rendre compte un peu de ces problématiques-là. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le plan pandémie grippale qui est sur le ministère de la Santé français, mais il fait toutes les bonnes recommandations et tout commence par la fermeture, le contrôle des voyageurs à l'aéroport. Et donc, c'est à ce moment-là qu'intervient le premier confinement. Et si c'est fait correctement, le dépistage se fait sur ces personnes-là et ensuite on contient l'épidémie. L'autoconfinement, ce sont les personnes qui ont voyagé à l'étranger. Moi, j'ai moi-même fait un autoconfinement la semaine dernière parce que j'ai voyagé en Thaïlande, j'ai pris des risques, j'ai pris l'avion. Alors, voilà. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Donc, vous savez, il y a énormément de shaming pour les personnes qui font preuve de peu de civisme dans les sociétés asiatiques en général. Donc peut-être, oui, il y a un aspect culturel. Par exemple, à Singapour, les personnes qui ont violé les mesures de confinement, leurs noms sont révélés, par exemple. Mais ça, c'est pour toutes les violations du droit. Les personnes qui se sont rendues coupables de certaines violations qui nuisent à l'ordre public et à la cohésion sociale, qui fait partie de la définition de l'ordre public d'ailleurs à Singapour, la cohésion sociale. Ces personnes-là sont affichées et donc elles sont sujettes à une stigmatisation. Après, voilà, c'est principalement, encore une fois, une question de confiance en le gouvernement. Quand vous déclarez, en fait, la contribution de tout le monde est demandée. Par exemple, pour les voyages, vous déclarez vous-même de façon volontaire où vous voyagez. Donc, ici, il y a un consentement explicite. Si on reprend les termes du RGPD, on a un consentement explicite de partage de ces données personnelles. Pareil pour la température, pareil pour les symptômes. Donc, vous reportez tous les jours dans des bases de données vos symptômes et vos voyages. Et voilà, il y a des... Ça fonctionne. D'accord. Alors, dans les pays européens, évidemment, cette question du dépistage et du pistage, si vous me permettez cette expression, commence à se poser parce qu'on voit bien que pour la sortie de crise, c'est sans doute à des outils tels que ceux qui ont été utilisés en Asie qu'on devra avoir recours. Et je voudrais avoir les réactions de chacun d'entre vous sur la manière dont, là pour le coup, les différentes traditions nationales, les différents droits nationaux, les problématiques propres à la protection des droits fondamentaux, des données personnelles, etc. Comment tout ça construit la réflexion qui est en train de s'élaborer sur ces procédés de dépistage et ensuite de traçage des personnes dépistées positivement. Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je peux commencer, ça va être assez bref parce que j'ai rien lu de particulier sur la question. Je sais juste qu'il existe dans les lois classiques de mesures sanitaires des dispositions de mise en quarantaine individuelle et de mise en quarantaine de personnes qui ont été en contact avec les personnes malades. Mais c'est une loi qui date de 86. Je ne sais pas s'il est prévu, peut-être que c'est en train d'être en ce moment mis à jour, des dispositifs avec le traçage numérique, etc. J'ai peu vu de débat sur ces questions-là immédiates, en tout cas sur les prochaines semaines, des choses à mettre en place, type Corée, Singapour, etc. J'ai rien vu tel, mais je sais qu'il y a dans les participants des gens qui connaissent bien l'Espagne, peut-être qu'ils ont
étaient plus sensibles à ces questions-là. Je vais passer tout à l'heure à Nanera, Vita Busta, me semble-t-il, qui connaissent peut-être et qui ont peut-être une meilleure réponse à apporter que moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des éléments sur la situation espagnole? Il y a la situation italienne aussi. Hein. Frédéric? Oui, mais alors malheureusement, ça fait partie des. J'ai eu des contacts trop tardifs pour avoir quelqu'un en Italie, puis ils sont un peu. Il y a Katharina, là. Katharina d'accord. qui est là. Si tu veux un petit point sur la situation italienne, c'est possible. Ça... Ah, il y a un problème de vidéo chez Frédéric. Katharina, tu es là? Oui, on entend, oui. J'avais enlevé le micro. Bonjour à tous. Bonjour. Je n'avais pas vu qu'il y avait eu un appel à contribution, donc je n'ai pas réagi pour l'Italie, pour un regard sur l'Italie qui est quand même malheureusement assez intéressant. Non, moi je voulais réagir surtout sur la question de l'articulation, parce que cette histoire de coronavirus a mis en évidence en Italie vraiment le gros souci qui existe sur l'articulation entre les régions et l'État central. Parce que je pense que vous le savez tous, au début de la crise, les régions du Nord qui sont essentiellement léguistes, Lega du Nord, ont réagi de manière avec beaucoup de protagonisme, on va dire, et contre le gouvernement central qui était accusé d'être très faible. En effet, il l'était à ce moment-là. Donc, lorsque l'épidémie a commencé à se développer dans le Nord, les régions du Nord, Lombardie, Vénétie, ont commencé à utiliser de leur pouvoir. Il faut dire que dans la Constitution italienne, il y a une compétence concurrence en matière de santé, justement. Et c'est ça les soucis. Ils ont commencé à adopter des ordonnances ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait en même temps le petit pays, là, le village Bodogne, qui était zone rouge en Lombardie, et en même temps, toujours la région Lombardie mettait des spots à la télé, la Lombardie annonce ferme, ne s'arrête pas, Milan ne s'arrête pas, Bergame ne s'arrête pas. Donc il y a eu une série d'actes pris au niveau local, régional, qui allaient un peu dans tous les sens pour protéger, on va dire, à la fois les entreprises, parce que ce sont des régions où les usines se retrouvent à chaque mètre, on va dire, et pour protéger en même temps la population, même si au départ, ce n'était pas vraiment l'essentiel. Finalement, le gouvernement central a repris en main la situation avec les fameux décrets-lois qui sont prévus par la Constitution pour des cas de nécessité, pour des cas extraordinaires de nécessité et d'urgence. Donc, l'épidémie colle parfaitement avec cette notion. Et le gouvernement italien a commencé à adopter, donc avec l'adoption d'un premier décret-loi qui a été tout de suite converti en loi le 5 mars. Et à partir de là, le gouvernement a commencé à donner toute une série d'actes administratifs qui réalisent, qui appliquent le décret-loi. Et en même temps, les régions continuent de leur côté d'adopter des ordonnances régionales qui, en quelque sorte, s'ajoutent. Par exemple, la région Lombardie ou la région Calabre ont augmenté, on va dire, le confinement de leur région. Ils ont fermé la région. Voilà. Donc, disons que pour les constitutionnalistes que nous sommes, cette question de l'épidémie a mis vraiment l'accent sur les difficultés dans une matière comme la santé, sur les difficultés à avoir une articulation État-région dans une matière qui est forcément unitaire. Il faut légiférer de manière unitaire pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour que les citoyens ne se sentent pas... on voyait en Italie une région qui était complètement rouge et les autres régions ouvertes où on pouvait circuler. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, pardon. Oui. Eleonora Bottini qui a levé la main. Oui, je voulais juste
réagir à ce que disait Caterina. Moi, j'avais vu l'appel à contribution et je n'ai pourtant pas eu le temps de vous proposer quelque chose. Donc, c'est absolument pas suffisamment réfléchi, mais on pourra en parler. J'ouvre une parenthèse. Si vous voulez faire une communication, même maintenant, évidemment, on la mettra avec les autres et ça fera un élément d'information complémentaire. Oui, on accueille. Le numéro de téléphone de Caterina avec mon téléphone, je suis multi-tasking, et donc je pensais l'appeler juste après pour lui proposer ça. Non, moi j'avais peut-être juste une réflexion en poursuite de ce que disait Caterina sur la question de l'urgence et donc un lien avec la toute première question qui a été posée dans le panel. Ce qui me semble un point sur lequel il faudrait réfléchir en Italie, c'est une sorte de double urgence, c'est-à-dire qu'on déclare un état d'urgence par décret-loi sur la base d'une disposition constitutionnelle d'urgence qui qui crée une exception à la réserve de loi, ce qui est quand même encore, je ne pense pas que ce soit notre modèle, mais en tout cas c'est encore une autre option par rapport à urgence déjà prévue d'un point de vue législatif ou état d'urgence qui était à peu près l'opposition qu'on avait fait au début du panel. Donc peut-être à vérifier. Et oui, je ne peux que rejoindre Caterina sur la question peut-être cette urgence comme ayant vraiment mis le doigt sur une problématique constitutionnelle en Italie qui est le manque de clarté depuis la révision de 2001, la révision constitutionnelle qui a remis en place la répartition des compétences État-région, qui est une révision dont on sait depuis le début qu'elle a dû être quasiment réécrite par la Cour constitutionnelle parce qu'elle était incompréhensible et que le travail de la Cour constitutionnelle, malgré tout, étant un travail de gomme et de crayon, si on veut, parce qu'en réalité, il a beaucoup de crayons à la Cour constitutionnelle italienne, mais il n'empêche que ce n'est pas le constituant non plus. Et donc, je pense que ça va agir de révélateur de toutes les incohérences de cette réforme de 2001 dont on n'est toujours pas vraiment sorti au niveau de sa clarté. Sans compter que du coup, il n'y aura plus de réforme constitutionnelle en Italie dans le futur proche, vu ce qui s'est passé avec la dernière. La question, je pense, on a parlé tout à l'heure, on a parlé d'ENI pour l'Espagne, qui me semble aussi importante en Italie, c'est la tension non seulement État-région, mais aussi majorité, enfin, il n'y a pas de majorité précisément, mais la tension politique inhérente au pays, et ça s'est vu effectivement avec un certain nombre de présidents de région, dont quand même pas le président lui-même, mais en tout cas la région Lombardie, qui fait fuir le projet de décret avant que celui-ci entre en vigueur, provoquant cette fameuse descente du nord au sud de centaines de milliers de personnes qui ont eu la bonne idée d'aller propager le virus parce qu'ils travaillent à Milan, mais ils trouvent que maman cuisine mieux à Naples, pour caricaturer un peu. Mais franchement, vu certaines interviews, c'était pas loin. Hein. Donc voilà. Et sur la question du dépistage, du pistage des données, etc., il y a une réflexion en Italie, comment ça se présente? Alors, il y a une réflexion à partir en réalité d'un des premières toutes petites villes qui avaient été déclarées de zone rouge, qui est la ville de Vo Euganeo en Vénétie, et qui est désormais proposée donc, par le président de la région Vénétie lui-même comme une sorte de laboratoire du dépistage. Alors, le dépistage se fait dans la rue sur base volontaire en signant le formulaire de confidentialité. Il s'agit quand même d'une commune de 3300 habitants. Donc, moi, je suis un petit peu étonnée. Je trouve qu'il y a quand même aussi un travail un peu de communication de ce président de région quelque peu extrême, où il y aurait 2 cas dans le monde, la Corée du Sud et Vo Euganeo. Alors, bon, c'est-à-dire que oui, avec ces chiffres-là, sans doute, ça a été décidé comme une véritable démarche, puisque toute la ville était confinée en zone rouge quand il y avait encore cette différence entre zone ouverte et zone fermée. Et effectivement, il y a eu une commande de beaucoup de ces tests dont on parle un peu pour la France, mais pour le mois de juin, des tests sanguins
ou un peu… Test sérologique, oui, pour les anticorps. Ouais. Ouais. Voilà. Et donc, c'est ceux-là qui ont été commandés, c'est ceux-là qui ont été utilisés dans la rue, offerts en gros à ceux qui se déplaçaient pour aller travailler. On proposait en signant la confidentielle, enfin, en signant l'autorisation au traitement de données confidentielles pour avoir ce résultat rapidement et pouvoir du coup aller travailler. Autrement, on était renvoyé chez soi. D'accord. Aurélien, Antoine, pardon. Oui. Je peux ajouter juste une chose par rapport à c'est pas vraiment le confinement, c'est par rapport au traitement. Parce que même sur les traitements donnés aux malades, aux personnes malades, il y a eu des divergences entre les différentes régions. Il faut savoir aussi que le traitement de la chloroquine, voilà, le fameux, en Italie, on en parlait déjà depuis quelques temps. J'ai plusieurs amis médecins qui utilisaient cette fameuse chloroquine, traitement contre le paludisme, dont parle le professeur Raoult en France. Et certaines régions l'ont donné, d'autres ne l'ont finalement, ça s'est élargi au niveau national. Donc, c'est vrai que j'avais une question. Vous dites qu'il faut légiférer de manière unitaire, mais dans un État plus grand comme la Chine, le confinement ne valait pas que pour une région. Oui, c'est vrai, mais en Italie, en fait, je ne sais pas quelle est la situation en Chine, mais en Italie, cette confusion entre les différentes régions a donné vraiment, n'a pas été positive même pour la propagation du virus. C'est-à-dire que ça a eu un impact, cette confusion législative, normative, sur justement les mesures à prendre, à adopter pour chacun. Chacun faisait comme il souhaitait finalement, à un moment donné, fin février, début mars. D'accord. Alors, je vais terminer mon tour de table sur la question de pistage-dépistage en demandant à Aurélien Antoine ce qu'il en est de la réflexion au Royaume-Uni. Et puis ensuite, peut-être, parce que je vois qu'il y a des gens qui se manifestent pour poser des questions, une dernière série de questions rapides avant qu'on clôture nos travaux. Donc, Aurélien Antoine, sur la réflexion sur les données personnelles, le pistage-dépistage, etc. au Royaume-Uni. Alors, moi, j'ai été assez surpris en lisant les points clés des 360 pages du Coronavirus Act, en lisant justement la possibilité de faciliter les interceptions de communication, notamment quant au contrôle juridictionnel qui est normalement assez fort sur cet aspect-là. Les juristes sont plutôt concentrés par rapport à cette loi sur le contrôle du Parlement et justement sur le maintien de contrôle juridictionnel sur les mesures administratives. Mais sur ce point-là, elles sont allégées, même s'il y a quand même un contrôle juridictionnel qui est possible. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi des interceptions de communication est-ce aussi important? Alors c'est évidemment, en réfléchissant, on s'en rend compte, c'est pour identifier éventuellement des mouvements de population. On a un exemple en France d'ailleurs, puisque si vous avez suivi, je crois que le Canard enchaîné s'en est fait l'écho, on a réussi à dire qu'à peu près 17% des Parisiens avaient réussi à partir de la capitale pour se rendre dans les familles, dans les régions ou dans leurs maisons de campagne. Et en fait, ce sont les opérateurs de téléphonie qui ont communiqué ces informations. Donc, il y a un véritable traçage, un véritable pistage, mais ça pose quand même un problème. Que vont devenir effectivement les données après, même si à chaque fois on dit qu'on va les supprimer? On fait quand même appel à des entreprises privées qui disposent de ressources personnelles pour tracer les voyages de certaines personnes. Alors ça existe déjà, hein, nos tickets de bus et nos tickets nos abonnements de train le permettent déjà, mais il y a quand même subrepticement des mesures que l'on juge indispensables, alors que la vraie question qui se pose aussi en démocratie, là c'est un peu plus théorique, c'est que les systèmes de liberté et de démocratie ne fonctionnent qu'à partir du moment où il y a aussi une responsabilité individuelle. Et c'est vrai que c'est toute la problématique de la culture démocratique de chaque individu pour éviter que l'État vienne à reprendre la main. Et ces traçages et ces pistages, moi, de mon point de vue, m'inquiètent quand même beaucoup, notamment sur le long terme. Merci beaucoup. Alors, donc, il y a des gens qui voulaient poser des questions, donc n'hésitez pas à prendre la parole pendant quelques minutes pour qu'on puisse ensuite clôturer nos travaux. Je crois qu'il y a Paul Linière, ça, j'ai vu qu'il avait posé une question. Oui, merci, bonjour tout le monde. J'ai simplement une question, et c'est vraiment pas pour polémiquer, mais c'est pour comprendre.
pour Caterina Severino. À nouveau, ce n'est pas une polémique, c'est pour comprendre. Vous dites il aurait fallu légiférer de façon unitaire et le fait qu'il y ait des zones rouges et des zones blanches, on va dire, très contrôlées, pas contrôlées, a posé des problèmes et que ça, in fine, ça a été mauvais pour la situation en Italie. Moi, je n'ai pas compris pourquoi, puisqu'on pourrait dire que vos propos supposent que bien sûr, il aurait fallu prendre une bonne décision au niveau national, mais prendre une bonne décision au niveau national, ça signifie deux suppositions qui ne sont pas du tout évidentes pour moi. La première, c'est qu'on est capable d'identifier quelle est la bonne décision, et je pense que le sujet auquel ont été confrontés les pouvoirs publics dans le monde entier, c'est l'arbitrage, quelle est la bonne décision. Donc, ça suppose qu'il faut connaître la bonne décision. Et deuxièmement, ça signifie aussi qu'il y a une bonne décision applicable pour tout le monde. On peut aussi imaginer qu'il y avait une position applicable à Bergame et une autre position applicable à Naples et que ce n'étaient pas les mêmes sujets. Donc, vous auriez pu dire exactement l'inverse, ça ne m'aurait pas étonné en fait, en vérité. Et j'étais surpris de vos propos parce que je m'attendais plutôt à quelque chose du type on aurait préféré expérimenter, tâtonner, et au contraire, cette carte d'Arlequin, je dirais, avec ses couleurs différentes, c'est de l'expérimentation, du tâtonnement, parce que personne ne connaissait la bonne décision. Oui. En fait, derrière mes propos, il y a aussi la question politique italienne. C'est-à-dire qu'on se retrouvait face à des régions qui appartiennent à la Ligue du Nord, donc politiquement orientées contre à l'opposition, donc contre le gouvernement, et qui ont joué de la politique en quelque sorte. C'est-à-dire que, bien sûr, que l'idée c'est que chaque administrateur local connaît mieux sa situation et du coup peut mieux faire, si j'ai bien compris derrière votre idée. C'est que chaque administrateur local connaît mieux et peut expérimenter. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas à l'époque, fin février, une vision claire des choses. Personne, même maintenant, n'a la vision claire des choses. Mais le fait qu'on ait en Italie des régions qui peuvent être gouvernées par des gouverneurs politiquement différents a fait qu'on a en quelque sorte instrumentalisé cette question d'un point de vue politique. Et ce qui ne s'est pas du tout vu en France, par exemple. Moi, j'étais sur les deux fronts, on va dire, et toute cette opposition, cette critique de la part des gouverneurs à l'égard du gouvernement central, vraiment n'était pas bon pour faire face à une telle crise qui concerne tout le monde. On ne peut pas confiner juste un village et puis espérer que l'épidémie, c'est ce qui s'est passé, ne se propage pas tout autour. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé lorsqu'on avait un village confiné, rouge, et de l'autre côté, on avait Bergame. Bergame ne s'arrête pas. Venez, on voit des reportages en ce moment hallucinants du maire de Bergame qui, le début mars, disait, avant le confinement général, venez chez nous, on vous paye, on vous donne les bus gratuits pour venir dans nos magasins, pour venir, c'était des spots qui passaient à la télé, pour aller dans les bars. Bergame non si ferme. Et voilà, et l'épidémie ne s'est pas arrêtée. Donc, d'un point de vue même juridico-politique, le fait qu'il puisse y avoir des commandants qui pensent différemment, dans des situations pareilles, peut s'avérer mauvais, vraiment, pour faire face à l'épidémie. Merci beaucoup. Une dernière question. Je crois qu'il y avait encore une main qui s'était levée. Il y avait Rita Bousca, je crois. Oui. Rita? Oui, bonjour à tous. Je ne voulais pas monopoliser la parole. Je ne sais pas si je peux poser ma question. Bon, d'abord, je voulais souligner vraiment la qualité de toutes les interventions qui m'ont beaucoup intéressée. Et Denis Jouve aussi, j'adhère complètement aux propos qui ont été énoncés sur l'Espagne, dont je reviens moi-même parce que j'ai passé 3 ans en Catalogne. Et effectivement, j'ai bien aimé aussi, Denis, votre remarque sur la notion de commerce essentiel. Vous avez parlé des coiffeurs. Je ne sais pas si on peut faire une comparaison de la notion de commerce essentiel, mais ça peut être intéressant. Puis j'ai cru comprendre par un ami avec qui j'avais hier au téléphone que même les jardiniers pour les jardins privés étaient considérés comme essentiels en pleine pandémie. Donc voilà, je trouve ça
très intéressant. J'ai juste quelques remarques très très rapides. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, surtout à cette heure-là, même si en Espagne on mange à 14h. Pour Eugénie Mériot, je ne sais pas si elle est encore connectée. Non, peut-être pas. En tout cas, je trouvais que son intervention mettait bien en valeur, en lumière, pardon, les. Elle est là, Eugénie. Elle est là. En tout cas, je trouvais donc oui que l'intervention d'Eugénie Mériot mettait bien en valeur l'intérêt, à mon avis, d'une approche fonctionnaliste de la comparaison des droits. Parce que ce qui est considéré comme exceptionnel dans un droit peut, au regard du simple contenu d'une norme, être considéré comme ordinaire dans un autre droit. Absolument. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant. Et puis, la dimension culturelle, alors il ne s'agit pas évidemment d'opposer une culture asiatique qui serait plus liberticide que nos États occidentaux, mais est-ce qu'il n'y a pas, Eugénie, si vous m'entendez, est-ce qu'il n'y a pas quand même une dimension culturelle, notamment si on se réfère aux écrits de Confucius, c'est-à-dire la manière dont l'individu se conçoit vis-à-vis de l'autre, la notion de devoir, la notion de responsabilité, et vous faisiez allusion à l'article 15 de la loi de Hong Kong sur la façon irresponsable de diffuser le virus. Donc ici, il n'y a quand même pas une dimension culturelle à prendre en compte, culturelle dans ce sens-là, hein, pas dans le sens de l'opposition d'État à État, dans la comparaison des droits en général, à mon avis, et là en particulier. Je ne sais pas si j'ai plombé l'ambiance, mais... On faisait bien de finir par Confucius, ça. Voilà, c'est ça, pour m'éviter. Mais je pense qu'il y a quand même un élément culturel à prendre en compte. On ne peut pas comparer les situations, même si on est des juristes, à mon avis, même si je ne suis pas du tout spécialiste de la région asiatique. Voilà. Est-ce que je peux répondre? Bonjour. Oui, bien sûr. Merci. Je voulais juste revenir sur le décret sur le traitement à l'hydroxychloroquine et sur la question de l'harmonisation. Mais avant de répondre à votre question, c'est quelque chose qui m'a interpellée depuis le départ, de voir qu'on avait le gouvernement qui se mêlait des questions de traitement par décret, surtout des décrets qui ont, donc dans un premier temps, autorisé l'hydroxychloroquine pour la médecine de ville, et puis ensuite, le lendemain, le décret a été corrigé. Et je voulais savoir s'il y en avait parmi vous qui avaient des notions sur cette question qui doit relever du droit médical, dans quelle mesure dans quelle mesure ça s'organise. C'est de la compétence du gouvernement de gérer les traitements, surtout qu'on voit en France qu'on a à Marseille une désobéissance civile, si on peut l'appeler comme ça, par rapport à ce décret. Et voilà. Et pour vous répondre sur la question des droits. Ouais. Donc oui, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a une réflexion des juristes ici, des philosophes, sur la question de la responsabilité, de remettre en cause la conception subjectiviste des droits pour faire face aux questions de climat et de santé qui sont les grandes questions du XXIe siècle. Pour les Asiatiques, c'est tous les 10 ans qu'il y a une crise sanitaire. Le réchauffement climatique, ou en tout cas le changement climatique, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte avec des outils. Et ils considèrent ici, en tout cas par exemple dans mon laboratoire, que les outils du droit tels qu'ils ont été formés par les Lumières et la conception subjectiviste européenne du droit n'est pas adapté et qu'il faut tout recommencer. Il faut quelque chose de nouveau. Et donc, ils travaillent à ça. Et pour revenir à la question aussi est-ce que les Asiatiques sont moins attachés aux droits fondamentaux, le droit à la vie, ça a choqué profondément ici en Asie de voir qu'en Europe, on pouvait considérer que perdre les anciens n'était finalement pas un problème et que dès lors, il fallait attendre que la vague passe. Et d'ailleurs, c'est la politique publique qui a été choisie par l'Europe, c'est d'aplanir la courbe. Ici, non, c'est pas d'aplanir la courbe, c'est qu'il n'y ait pas de courbe. C'est le principe. Et donc, ça rejoint la question du traçage. Le traçage, c'est être en avance par rapport au virus, c'est-à-dire on isole les personnes isolées, le premier foyer, et ensuite, en avance du virus, on contacte toutes les personnes et on les dépiste avant même qu'elles, ça ne leur vienne à l'idée d'être dépistées. Donc moi, je m'attends d'un jour à l'autre à avoir un coup de téléphone du ministère de la Santé qui me dit « Ah, vous avez été en contact avec telle personne, on va vous dépister demain ». Donc, mais ça, ce sont les recommandations de l'OMS et encore une fois, ce sont aussi le plan grippe
du ministère de la Santé français. Hein, c'est écrit noir sur blanc, le Canard enchaîné l'a sorti, mais c'est sur le site du ministère de la Santé. Voilà. Bien, bah écoutez, je crois que ça nous fournit une bonne conclusion, cette remise en perspective internationale. Je pense qu'il est temps de conclure nos travaux et je dois dire que quand il y a une semaine et demie ou 2 semaines maintenant, j'ai envoyé un mail à Serge et à Olga pour leur dire ça ne vous dirait pas qu'on fasse un colloque virtuel, qui m'ont dit banco, on y va. On ne pensait pas que cette manifestation prendrait cette ampleur et on espérait, mais on n'était pas non plus assuré de la qualité du nombre des interventions. Et je veux dire que c'est avec une certaine émotion que je conclus ces travaux en disant que c'est vraiment quelque chose de tout à fait remarquable que tous les intervenants ont permis de réaliser durant cette période. Et ça me fait d'ailleurs dire, et ça sera la conclusion de la conclusion, outre ces remerciements, c'est que finalement, peut-être que ça ne serait pas plus mal de ne pas s'arrêter tout à fait là et de poursuivre, alors peut-être avec des formats un peu différents, peut-être un peu moins centralisés, un peu moins lourds, mais de poursuivre dans les semaines à venir et de faire de ce colloque virtuel droit et coronavirus, peut-être pas un observatoire, ça serait un mot un peu excessif, mais peut-être une espèce de continuité sur la réflexion juridique dans les semaines et dans les mois qui viennent. Je vous remercie une nouvelle fois et je vous souhaite à tous une bonne continuation. Merci Frédéric. Merci Xavier. Salut. À bientôt. Bientôt.